Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode 3 de Jurassic Park 3, ça fait vraiment beaucoup de 3. Aujourd'hui on va parler d'un de mes dinosaures préférés de la saga Jurassic Park, les Vélociraptors. Générique. Qu'est-ce qu'un Vélociraptor? Les Vélociraptors de Jurassic Park n'ont jamais été de véritables Vélociraptors. De quoi? Vous le savez déjà? Bah c'est pas grave, je leur dis. Outre le fait que l'ADN de tous les dinosaures soit mélangé avec de l'ADN de grenouilles déjà, on n'en fait pas de vrais dinosaures, mais des hybrides plutôt, même si physiquement on les trouve quand même très dinosauriens, hein. On sent pas trop l'ADN de grenouille derrière. Mais c'est surtout que le véritable Vélociraptor, aka Vélociraptor mongoliensis, a vécu en Mongolie, faisait 1,50 m, 2 m de long et 75 cm de haut, les bras levés. Donc parmi les raptors, c'est le nom que l'on donne à tous les membres de la famille des droméosauridés, quel est celui de Jurassic Park? Réfléchissons. Il doit cumuler au moins deux critères. Le premier, c'est qu'il doit être aussi grand, voire un tout petit peu plus grand qu'un être humain moyen, 1,80 m de haut. Et le deuxième critère, c'est qu'il doit être d'origine américaine, puisque Alan Grant découvre des squelettes de raptors dans le Montana. Plusieurs candidats sont possibles, mais deux s'en distinguent vraiment. L'Utahraptor et le Deinonychus. Bien que le premier a une hauteur aujourd'hui admise égale à celle de l'homme et soit américain, Utahraptor signifiant littéralement voleur de l'Utah. L'Utah, c'est un État des États-Unis. Apprends ta géographie, c'est au bac cette année. Il a été trouvé et décrit trop récemment par rapport à la sortie du film. La publication décrivant pour la première fois Utahraptor date de 1993, la même année de sortie du film. Mais il a été décrit aussi trop récemment par rapport à l'œuvre originale de Michael Crichton, qui est parue en 1990. C'est d'ailleurs dans cet ouvrage où il est mentionné le nom de Vélociraptor antiropus, qui est un synonyme désuet de Deinonychus antiropus. Espèce qui a vécu dans le Montana, justement, et qui dans les années 80-90 avait une posture un peu plus érigée, comme une autruche, et une taille un peu plus exagérée que celle d'aujourd'hui. Il n'est pas d'ailleurs impossible que Michael Crichton, qui se renseignait beaucoup pour son livre à l'époque, ait vu des spécimens d'Utahraptor, mais qui ont été présentés à lui comme du Deinonychus. Les erreurs d'identification, ça arrive souvent. Pourquoi alors garder le mot de Vélociraptor? Bah déjà, d'après Michael Crichton, ça fait plus dramatique, et surtout, c'est plus facile à prononcer. Ouais. C'est une griffe de Deinonychus. J'arrive pas à dire ce nom. Coupé! Est-ce qu'il avait des plumes? Oui! Même le Vélociraptor de Mongolie. On a retrouvé des profondes perforations sur les avant-bras qui sont identiques à des perforations que l'on peut retrouver sur certains oiseaux modernes. Et à quoi ça sert? Bah c'est pour l'insertion de grandes plumes, des rémiges notamment. Ça veut dire que Deinonychus et Vélociraptor avaient au moins des grandes plumes sur les avant-bras. Savoir s'il était recouvert entièrement de plumes, c'est une hypothèse. Très probable, hein, mais ça reste une hypothèse quand même. Dans Jurassic Park 3, on note déjà une différence entre les mâles et les femelles. Les femelles sont plutôt blanches, dominatrices, et les mâles sont plutôt soumis, sombres dans les teintes violacées, avec trois protoplumes moches sur le pif. Non, désolé, c'est moche. On a l'impression qu'il a atteint de calvitie précoce, c'est pas beau. Alors cette vision n'est qu'un pur choix artistique, scénaristique, il n'y a pas de preuves scientifiques derrière ça. Mais bon, c'est de la fiction, on a le droit d'inventer un petit peu, donc ça me gêne pas, sauf ce détail. Non mais vraiment, c'est moche, désolé. Première apparition bien qu'indirecte lorsque Alan fait son rêve dans l'avion. Alan? Pour moi, je pense que pour une bonne partie d'entre vous, voir un raptor parler, ça a plus une connotation comique. Même si les faire chercher était clairement le contraire, mais là, c'est tombé à l'eau. Mais pour Alan, ça reste traumatisant. Après avoir vécu un enfer sur Isla Nublar, il reste quand même traumatisé de ce qu'il a vécu, surtout avec les raptors. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y retourne? Non, on n'en est pas encore là, attendez l'épisode 6, s'il vous plaît. Deuxième apparition, le nid des raptors, et là c'est une première. Nid qui compte 80 œufs. Oui, j'ai fait des arrêts sur image pour pouvoir les compter. Alors déjà que voir Jurassic Park 3 en vitesse réelle, ça me fout un goût amer dans la bouche, mais alors le voir image par image, disons que... Vous voyez? Nick est installé près d'un cours d'eau. Est-ce qu'on en parle, le fait que la température et l'humidité sont importantes pour la bonne éclosion des œufs, ou... Non?
Bon, bah on n'en parle pas alors. Il n'y a aucun dinosaure qui couve. Bon, c'est vrai que l'idée qu'un dinosaure couve, c'est assez nouveau dans l'esprit des scientifiques, donc dans l'esprit du grand public, ça n'existe a priori pas encore. Pour votre culture générale, l'Oviraptor, le voleur d'œufs, est en position de défense sur son propre nid. Voilà, donc les dinosaures non aviens qui couvent, ça existe. Mais c'est surtout, surtout, qu'il n'y a aucun dinosaure qui surveille le nid. Quoi? Non mais attendez. Le raptor est présenté par Alan Grant, donc par le film lui-même finalement, comme une des espèces les plus intelligentes, si ce n'est la plus intelligente. Plus intelligente que la baleine, le dauphin, plus intelligente que le primate. C'est la définition même que donne le film. Et cette espèce intelligente ne surveille pas son nid? Mais c'est grave stupide! Oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Et voilà, une grosse débilité scénaristique déjà. On n'a pas vu encore un seul vrai raptor qu'on nous prépare à du bien lourd, à du bien débile. Tantôt ils sont très intelligents, mais tantôt complètement cons. Allez, fuck la logique! Bon, allez, la suite. Allez, troisième apparition dans le complexe, un raptor fait le mort pour surprendre un humain. Ça n'existe pas. Dans le règne animal actuel, on n'a jamais vu ce genre de chasse. Tu fais le mort pour t'en sortir face à un prédateur, mais tu fais pas le mort pour avoir une proie, c'est débile. Sinon ça voudrait dire que le prédateur arrive à se mettre à la place de la proie et qu'il arrive à savoir ce qu'elle va penser en voyant le prédateur mort. Non mais c'est débile. Bon, c'est vrai, on pourrait dire les raptors sont très intelligents, donc ça passe. Ok, là-dessus je vous suis, pas de problème, je suis complètement d'accord. Mais quand il a essayé de surprendre Amanda Kirby, il avait pas prévu qu'il n'arriverait pas à passer entre les deux tubes. Au risque de me répéter, mais c'est grave stupide! Un coup très intelligent, un coup très con, mais décidez-vous, bordel! Oula, vous êtes con. Bon, la suite, il pourchasse ses humains dans le complexe, se fait prendre au piège, appelle ses compagnons, vu que ça capte pas, j'imagine, il sort tout seul du piège, donc finalement il aurait pu s'en sortir tout seul, pas besoin d'appeler à l'aide, hein, n'est-ce pas? Il sort du complexe et rappelle ses compagnons. Aux compagnons! Faut que j'arrête de sniffer du phalin, moi. C'est pas bon pour ma santé mentale, en fait. Quoi? Ah non, mais j'ai rien à dire sur ça, hein, c'est logique, hein, ça capte pas dans le complexe, donc tu sors pour pouvoir capter. Bah, la blonde, elle a bien essayé de décrocher le téléphone pour passer un appel, ça a pas marché. Qu'est-ce que je suis pas obligé de dire pour défendre ce film? La meute de raptors poursuit les humains à l'extérieur, bien qu'à ce moment du film, on se demande vraiment pourquoi ils le font. Bah, c'est parce qu'ils sont passés près de leur nid, de leur maison, et qu'ils étaient pas invités, qu'ils ont même pas laissé une bouteille, c'est à peine logique comme comportement, avouez. Bah oui, sur Issa Sana, on n'a pas le Facebook, ni le Wi-Fi, ni la 4G. Donc on s'occupe comme on peut. On faisait un petit cinéma à ce moment-là. Bowling. Bowling, pardon, excusez-moi. Ils finissent par coincer Yudeski, qu'ils amochent un maximum pour l'utiliser comme appât, pour faire descendre les autres qui sont montés dans l'arbre. Chose qui marche, mais en fait rate, mais c'est pas le propos. Non! Ce n'est vraiment pas le propos! En gros, si je récapitule cette scène, ils tendent un piège en faisant appel à la compassion de leur proie. Parce que c'est ça, hein. Ils devinent ce que pensent les humains vis-à-vis de leurs semblables. Ils se disent, un des leurs est amoché, donc les autres vont venir l'aider. C'est ça que les raptors pensent. Donc, deux choses l'une, soit les raptors sont doués d'empathie, mais comme c'est un des plus féroces prédateurs qui ait jamais existé, j'en doute, ça va pas trop avec. Soit ils sont télépathes. Mais bon, on a déjà eu le spinosaure télékinésis soumis à la force. Les raptors télépathes, c'est vraiment de trop, hein. C'est Jurassic Park, la saga. C'est pas X-Dino. Le piège ayant échoué, les ordres ayant changé, un des raptors abrège les souffrances de Yudeski en lui brisant la nuque. Ça me rappelle un autre souvenir douloureux du film. Après avoir retrouvé et encerclé Alan, pourquoi lui? On sait pas, à ce moment du film en tout cas. Ils sont mis en fuite par des bombes lacrymogènes envoyées par Eric Kirby. Et ce sera pas avant la fin du film que l'on reverra les raptors. On apprendra en cours de route que si les raptors les poursuivaient, c'est parce que ce connard de Billy a eu la conne idée de voler 2 de leurs œufs. Tout s'explique maintenant. 2 œufs sur 80. Ça représente 3% de perte. C'est largement acceptable dans la nature. Mais en plus, dans un nid, bon déjà le fait qu'il soit pas surveillé est un bug en soi, mais dans un nid composé d'autant d'œufs, il y a des œufs qui vont jamais éclore parce que la température et l'humidité n'étaient pas adéquates, ou parce que il y en a qui vont se faire manger par des rongeurs, des oiseaux, ou se faire piétiner. Et il y a des petites qui vont naître et qui vont mourir de maladie ou être bouffées par les prédateurs. Mais tous les œufs ne vont pas donner un raptor adulte viable. Vous imaginez si c'était pas le cas? 80 œufs? 80 nouveaux raptors sur l'île? Mais c'est complètement ahuri! Puis imaginez s'il y a un rongeur qui mange un œuf, ils vont faire quoi les raptors en représailles? Ils vont poursuivre tous les rongeurs, tous les tuer, juste pour se venger? C'est débile! Oh, alerte au Google!
Alerte au gogol, les enfants. Donc 2 œufs, c'est rien. C'est pas logique comme comportement. Et en fait, j'ai plus l'impression que ce comportement est plus une tentative désespérée et ratée de refaire comme dans le monde perdu avec les T-Rex. Sauf que pour les T-Rex, ça marche parfaitement parce qu'ils ont un seul et unique petit. La stratégie reproductive est complètement différente chez le T-Rex. Et chez les raptors, il y a 80. Petit potentiel. 2 œufs perdus, c'est pas grave. Bon, allez, scène finale, on arrive à la fin. Les raptors coupent la route des humains juste avant qu'ils s'en aillent. Et j'avoue que cette scène est assez bien travaillée d'un point de vue cinémato. Les humains entendent un bruit de vague, c'est donc l'annonce de la fin, l'annonce de cette épopée terrifiante qu'est Jurassic Park 3. Ils se mettent à courir vers l'issue de secours et la musique monte à crescendo jusqu'à l'arrivée des raptors où tout s'arrête. C'est un peu comme quand on chie, qu'on commence à se lever du trône croyant avoir fini et qu'en fait non, un petit dernier caca arrive. Et j'aurais vraiment aimé que le film s'arrête là. 2 questions me taraudent par rapport à ce passage. Premièrement, comment les raptors ont su que les humains voulaient rejoindre la côte? Oh, la télépathie confirmée, la télépathie confirmée? Sinon je vois pas, hein. Et deuxièmement, comment les raptors ont su que les humains allaient rejoindre la côte à cet endroit précisément, à ce moment précis, alors que les humains eux-mêmes ne le savaient pas? Du coup, ils pouvaient pas le lire dans les pensées. Peut-être que les raptors ont suivi les humains à la trace, à distance. Non, mais ce serait la même chose pour le spinosaure. Ça veut dire que pendant toute leur épopée sur l'île, les humains se font poursuivre à la fois par le spinosaure et toute la meute de raptors. En plus, après les bombes lacrymogènes, pas sûr que l'odorat soit très efficace, hein. Oui, c'est de la mauvaise foi, il y en a dans la critique, c'est normal. Et pourquoi dans ce cas ne pas attaquer avant cette scène? L'occasion s'est quand même présentée plus d'une fois pour les raptors. Bah là, je vois pas. Recherchons alors. C'est une blague. Je peux vous l'expliquer. J'ai retrouvé pour vous une scène perdue de Jurassic Park 3 expliquant ce point ambigu. Alors soyez indulgents évidemment de la qualité de la vidéo, hein, ça m'a pris énormément de temps de retrouver ces extraits. Voici donc pour vous, en exclusivité du jamais vu sur YouTube, une scène perdue de Jurassic Park 3. Action! Pourquoi on attend là déjà? Ah, c'est pas vrai, va falloir que je te réexplique tout. Bah, c'est pas ma faute, j'ai du mal à comprendre aussi. Ah, ça m'étonne pas qu'on se soit fait voler 2 œufs avec des abrutis pareils. De quoi? Non, rien. Bon, pour la énième fois, on doit rattraper les humains pour récupérer nos œufs. D'accord. Tout le monde sur l'île dit « Les raptors sont les plus intelligents ». Imagine ce qu'ils diront de nous lorsqu'ils en prendront qu'on ne surveillait pas notre nid et qu'on se fait piquer 2 œufs.
Bah... pas de bol. On se rira de nous. On nous traitera d'idiots et plus personne ne nous craindra. Non, mais ça, je l'ai bien compris. Mais pourquoi est-ce qu'on attend là, précisément? Bah, les humains passeront par ici pour rejoindre la côte et s'enfuir de l'île. D'accord, mais comment tu le sais? C'est compliqué à expliquer. Télépathie? Non. Spiritisme? Non. 36-15 voyance? Non. Vote du public? Non. Pile ou face? Non. Réussite critique? Non. Tu veux pas me le dire? Bon, ok. Eh ben on attend là, mais ça se trouve on est carrément pas au bon endroit et les humains sont déjà partis. Non, non, c'est sûr, les humains passeront à cet endroit, d'ici peu. Bah explique. Ah bah oui, mais j'en suis pas fier non plus. J'ai lu le scénario. Ah. Et voilà, ça y est, il a compris. Bref, donc ils encerclent les humains. D'ailleurs, on admirera le faux raccord entre deux personnages qui switchent. Youpi. Et la femelle s'avance, disons-le gracieusement. Le monde se baisse. Elle nous défie. Alors le fait de se baisser, effectivement, est une très bonne idée plutôt que de rester debout. Hein. Chez les primates, des canidés, des félidés, la plupart des mammifères, même, le fait de se baisser est une marque de respect et de soumission. Pas sûr que ça existe chez les reptiles et les oiseaux, donc chez les dinosaures non aviens, encore plus impossible de le savoir. Mais bon, les raptors sont très intelligents, donc... admettons. La femelle reluque Amanda. Nya! Je crois que vous avez volé les œufs. Alors là, il y a un truc que je comprends pas. Depuis le début, les raptors ont su qui avait volé les œufs. Ils ont d'abord poursuivi Billy dans le complexe, puis un petit peu à l'extérieur. Billy les perd à l'extérieur pendant la course-poursuite. Alan les récupère et se fait poursuivre à son tour. Donc cette scène commence très mal. Parce que la femelle raptor devrait soupçonner Alan et non Amanda. Nya. Mais, ça peut quand même s'expliquer. En suivant la logique du film, la raptor femelle a identifié la femelle humaine du groupe et pense donc que c'est elle qui est la dominante du groupe. Et qui a donc la responsabilité de chacun de son groupe. Qu'elle est bonne celle-là. C'est donc à la femelle humaine d'ordonner ses œufs. Il y a personne d'autre. Honnêtement, j'arrive vraiment pas à croire que je vais dire ça. Ça se tient. Ça reste bancal, mais cette théorie se tient. Paul veut protéger sa femme et la raptor femelle le remet à sa place. On va mettre ce petit cri pour plus tard. Elle renifle longuement Amanda et lui gueule dessus. Ah, oui, alors attendez, j'ai acheté l'autre jour un traducteur officiel de Raptor, je vous le mets, je vais vous le brancher, attendez. Là, voilà. Remettons l'extrait. Redonne mes œufs! Voilà. Du coup, Alan ouvre le sac, montrant les 2 œufs, et là, tous les raptors se mettent à gueuler. Pourquoi? Je sais pas. Ou alors c'est pour dire... Yes, c'est bon, on s'est pas trompé. Ils avaient bien volé nos œufs. On avait bien lu la dernière version du scénario. Hein. Alan donne les œufs à Amanda. Nya. La femelle raptor lui gueule de nouveau dessus. Plus vite. Et elle les rend. Ensuite, Alan se dit, on va peut-être crever, donc je vais tenter le tout pour le tout. C'est le même principe qu'un appât oiseau, donc là-dessus, c'est crédible. Et au début, les raptors sont pas très contents. En fait, Alan est en train de les insulter. Erreur de la nature. Erreur? Échec évolutif. Échec? Je vous démonte le cloaque. Non, demandez de l'aide. Et après, effectivement, il appelle à l'aide et un mâle raptor réagit parfaitement bien. Ce qui est débile. Non mais sérieusement, vous imaginez ça avait lieu avec des humains? Hé, gros connard! Hé, t'es vraiment qu'un enfoiré de fils de pute de riche, toi! Petite pièce, s'il vous plaît! Le raptor mâle ne peut pas passer du « Je veux te casser la gueule, enfoiré !» à « Oh, besoin d'aide en fait, j'arrive, mon ami !» Mais c'est débile! Il a une vraie mémoire de poisson rouge, ce raptor! Ah non, je peux pas te laisser dire ça. Tu regardes les idées reçues de Max Bird et tu emploies encore des idées reçues? Ah, oui, c'est vrai. Mémoire de poisson rouge, c'est une idée reçue. Je vous mettrai le lien de la chaîne de cet homme. Donc du coup, le mâle réagit parfaitement, il veut aider les humains, et la femelle raptor le remet à sa place. Ce qui correspond au même cri qu'elle a fait pour remettre Paul Kirby à sa place aussi. Notre théorie précédente semble donc se confirmer. Pour la raptor femelle, l'organisation hiérarchique chez les humains est identique à la leur. Et c'est très intelligent de raisonner comme ça. T'es sérieux là? Mais bien sûr que non, je suis pas sérieux. C'est con de raisonner comme ça. Les raptors entendent un bruit curieux, celui d'un hélicoptère, et la femelle donne les ordres. Je vous fais la traduction directe. Prends un des œufs. Retournez au nid. La femelle prend un des œufs, d'ailleurs la manière dont il est tenu dans ce passage, l'œuf devrait glisser de ses mâchoires, mais vous voyez qu'au plan suivant, cette erreur a été rectifiée. C'est un faux raccord, Michel! Du calme, Michel, du calme. Et le mâle prend le second œuf. Moins délicatement. Là, ça devrait faire sprotch. Et les raptors s'enfuient. Non, c'est tout. On vous présente le raptor, un des plus féroces animaux qui existaient sur Terre, et voici une preuve de leur férocité légendaire. Waouh.
Voilà pour les Vélociraptors de Jurassic Park 3. Donc pour résumer, ils n'ont fait qu'une seule victime confirmée, Yodeski. Contrairement à Jurassic Park où il y a eu au moins 10 morts confirmés pour les raptors. Et on est très loin du nombre de morts dans Le Monde Perdu. Allez, juste pour le fun. Prédateur féroce, redoutable, enfin normalement, on s'attend à le voir quand même, et là c'est pas le cas. Ils sont très intelligents, ils devinent ce que pensent les humains vis-à-vis de leurs semblables, où ils ont l'intention d'aller au niveau de la côte, où ils vont passer précisément, là c'est complètement ouf, et surtout ils innovent dans l'art de faire des pièges. Mais ils sont aussi complètement cons, ils surveillent pas leur nid, ils poursuivent les humains à travers toute l'île juste pour 2 œufs, d'ailleurs je suis même sûr que pendant ce temps-là le nid est resté sans surveillance, et leurs pièges, bien qu'innovants, échouent à chaque fois pour des débilités. Une espèce intelligente aurait évité ces débilités. Très intelligent et très con à la fois, ça résume très bien les raptors de Jurassic Park 3. La prochaine vidéo portera donc sur les ptéranodons mis au cœur de l'action. Et pour répondre à certains de vos commentaires en avance, non, je n'ai pas hâte de faire cette vidéo. Et vous savez très bien pourquoi. Je vous dis à la prochaine mes paléoanes, que l'évolution soit avec vous. Laisse un pouce bleu. Laisse un commentaire. Le partage aussi. Partage, oui. Partage. La vidéo. Abonne-toi! Quoi? Vous êtes encore là? Non mais y a pas de bonus, hein. Bah attendez, vous croyez que j'ai que ça à faire? Moi j'ai pas d'inspi autant que ça, hein. Bah oui, mais vous me prenez un peu au dépourvu aussi. Qu'est-ce que je peux faire comme bonus? Oh, j'ai ma petite idée. Je m'appelle Thor, fils d'Odin, dieu de la foudre, des éclairs, orage, marteau et guerre sont mon lot quotidien, mon royaume, mon foyer, et la glorieuse Asgard. Mais si je préfère me taper des meufs paumées de Midgard. Je suis beau gosse, motocross, un beau blond aux yeux bleus, échec de rime, Link the Sun. Je m'en fiche, c'est pour le fan. J'ai un costume badass, pas comme ce Superman, qu'un slip et une cape. Auprès des meufs, ça casse. Mon frère second Loki voudrait être roi à vie, trône qu'il aura jamais. Quel crétin d'adopter. Bon allez, je m'arrête là. J'ai pas plus d'inspi que ça. Juste pour une BDM. N'oublie pas de mettre un j'aime. Voilà pour cette blague de merde, c'était le Raptor. Vous m'y avez forcé, c'est de votre faute.